Alors nous voilà partis pour une nouvelle investigation. Cette fois, ça sera sur les origines de la guerre de 14. Il y a une Américaine, il y a quelques années, qui a écrit un livre intitulé « L'autre avant-guerre ». C'est un titre que je lui emprunterai. L'autre avant-guerre, ce qui a précédé ce que l'on a appelé la Première Grande Guerre. Vous savez, c'est à force de découvertes et de surprises sur l'étendue, sur la profondeur des trucages historiques dont je me suis aperçu en vivant, soit sur 89, soit sur 48, soit même sur Jeanne d'Arc. C'est à cause de ça que je me suis décidé à cette investigation sur ce qui a préparé le conflit. Il ne faut pas oublier que j'appartiens à la génération des gosses qui étaient 10 ans, comme ça, 10, 11 ans en 1914, et j'ai eu la tête bourrée, enfin le crâne bourré, par des contre-vérités. Alors ça m'a fini par m'agacer tellement en m'apercevant qu'on m'en avait mis dans le crâne, que j'ai décidé d'y voir clair. Et c'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous cette fois. Je sais bien que c'est difficile d'intéresser les gens à des histoires si anciennes. Quand je pense qu'il y a aujourd'hui des jeunes gens qui vous disent qu'est-ce que c'est qu'Hitler, vous vous rendez compte, quand on leur parle de Guillaume II ou de Bismarck ou de Poincaré, c'est antédiluvien. Mon problème, ce sera d'essayer de rendre ça intéressant. D'autre part, je voudrais appeler votre attention sur le fait que ce que je vais raconter là et qui a l'air ancien a toujours des implications actuelles. Ce n'est pas faire du marxisme que de dire que les problèmes économiques sont à la base, presque toujours, des problèmes internationaux et même des problèmes intérieurs. Et il faut bien faire attention à ceci, que quand on veut faire une étude historique sérieuse, il ne faut pas s'en tenir à la surface. Qu'est-ce que c'est la surface? C'est les textes diplomatiques, c'est les traités, c'est les discours parlementaires. Je me rappelle que Péguy, qui était furieusement anti-parlementaire finalement, à la fin de sa vie surtout, avait parlé du langage parlementaire en disant c'est un patois, c'est un jargon, les parlementaires ont un vocabulaire à eux et qui recouvre toujours des mensonges. Bon, soit. Mais il y a aussi un patois et un jargon gouvernemental. Il y a un jargon diplomatique, il y a un jargon officiel. Alors il s'agit de ne pas se laisser prendre à ce jargon. Je me rappelle que Benjamin Constant, qui était un malin, vous savez, avait dit que la politique, c'est l'art du vocabulaire. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir les mots, et en particulier pour faire entendre aux gens le contraire de ce qu'on leur dit véritablement. Quand par exemple un gouvernement dit, vous savez, je ne prépare que la paix, je ne pense qu'à la paix, alors que ce gouvernement est en train de préparer la guerre, ben c'est intéressant de savoir ce qu'il y avait derrière. Il y a un monsieur dont le nom a complètement disparu aujourd'hui, qui s'appelait Deschanel, qui a été président de la République française, et qui en 1911, dans un rapport qu'il présentait à la Chambre, avait employé les mots que voici. La politique et les intérêts économiques sont choses trop liées pour être traitées séparément. Il n'y a pas moyen de faire passer monsieur Deschanel pour un marxiste, et c'est ça que je veux faire. Je vais essayer de voir avec vous le dessous des cartes, c'est-à-dire une vigilance sans cesse en éveil. Pas moyen de séparer la politique intérieure et la politique extérieure, de montrer que la politique tient aux raisons économiques, sans prendre des exemples précis. Je vais vous prendre un premier exemple qui est 1870-71. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cette guerre de 1870, d'où est-ce qu'elle est sortie? Avant tout d'une affaire de politique intérieure. Vous savez que c'est le 19 juillet 1870 que la France a déclaré la guerre à la Prusse. Pourquoi? Parce qu'au mois de mai 1870, il y avait eu un plébiscite. C'était la deuxième fois que l'Empire faisait un plébiscite pour savoir ce qu'on pensait de lui. Et au mois de mai 1870, le plébiscite avait été excellent dans les campagnes, bon, mais terrifiant dans les grandes villes. En particulier terrifiant à Paris, où le gouvernement, le régime impérial, s'était trouvé en minorité. Il y avait eu 180 000 voix non, 130 000 oui et 80 000 abstentions. Vous comprenez, c'est une espèce de terreur qui s'est emparée de la cour quand on s'est dit, dans cette ville, enfin la capitale de la France, le régime n'est plus soutenu. Alors c'est une vieille idée, une idée banale, vous savez, qui a été 100 fois reprise, que quand il y a des difficultés d'ordre intérieur, on précipite les gens sur des difficultés d'ordre extérieur, c'est-à-dire qu'on les fait regarder du côté de la frontière plutôt que du côté des problèmes intérieurs. Alors on s'était dit, une petite guerre qui ne peut être que victorieuse, étant donné l'infaillibilité pour la victoire de l'armée française, cette guerre va tout arranger. Alors on avait décidé, contre la volonté de Napoléon III, qui avait plutôt peur, mais on avait décidé à la cour, surtout par la volonté de l'impératrice, laquelle se faisait du mauvais sang pour son fils, qui avait déjà 15 ans, et qui allait bientôt succéder au vieux papa qui n'était pas bien, et il fallait raffermir le trône. Alors c'était elle, l'impératrice, qui avait dit, si, allez-y, allez-y, cette guerre ne peut être que victorieuse. Donc vous savez le résultat. Mais il s'était produit, donc 19 juillet, mais il s'était produit au début d'août une catastrophe dont vous allez voir la portée intérieure. Ces catastrophes, c'est qu'il y avait eu des désastres à la frontière, il y avait eu Wissembourg, Forbach, etc. Enfin, les troupes françaises avaient été bouleversées, avaient été en déroute, mises en déroute. Et le gouvernement, pourtant un gouvernement impérial, le comte de Palikao, c'était un militaire qui avait pris le pouvoir, décide, dans la nuit du 8 ou 9 août 1870, de faire une chose qui va paraître à des tas de gens fous, folles. Quoi donc?
il décide d'armer la garde nationale, c'est-à-dire de donner des fusils à tout Parisien qui demanderait un fusil pour la défense de Paris, puisque les Allemands, les Prussiens étaient en train de s'approcher de la capitale. Pourquoi c'était une folie? Parce que la garde nationale, qui a été créée depuis 1789, vous savez, c'est une idée du marquis de Lafayette, qu'est-ce que c'était en soi la garde nationale? C'était une espèce de milice supplétive organisée par la bourgeoisie pour faire tenir en respect les pauvres. Lorsque Lafayette avait décidé la création de la garde nationale, il avait décidé aussi que pour entrer dans la garde nationale, il fallait payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 livres, c'est une somme considérable à l'époque, et aucun ouvrier, aucun membre du prolétariat, aucun pauvre ne pouvait entrer dans la garde nationale. À travers tout le 19e siècle, ça avait continué comme ça. La garde nationale, c'est cette force supplétive à côté de la police, à côté de l'armée, pour tenir en respect les pauvres. Et voilà, tout à coup, dans un drame national, parce qu'on avait peur que Paris soit investi, ce qui allait en effet se produire, le gouvernement dit, ben tant pis, des fusils à tout le monde. Des fusils à tout le monde, des fusils aux pauvres, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces fusils, les pauvres? Alors là, je voudrais vous citer une phrase de Maurice Barrès dans Les Déracinistes, c'est 1897, où Barrès aura cette formule qu'il faut retenir, qui est très grave, mais qui est très importante. La première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. Alors, comment voulez-vous que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance s'ils ont des fusils? Par conséquent, une espèce de terreur va saisir la classe précédente à Paris en se disant, mais on va continuer, enfin tout va être renversé si les pauvres ont des fusils. Si bien que, lorsque se produit le désastre quasi final, enfin Sedan, où 80 000 Français sont faits prisonniers, où l'empereur est fait prisonnier lui-même, donc où l'Empire s'écroule, c'est une épouvante, vous m'entendez, c'est une épouvante dans la classe possédante, dans la classe dirigeante de Paris, à l'idée, il n'y a plus d'empire, les gens vont crier République, cette République va être appuyée par des gens qui ont des fusils, qui sont les démunis, qui sont les pauvres gens, où allons-nous? Si bien que le gouvernement qui va se constituer le 4 septembre 1870 est un gouvernement qui s'intitule gouvernement de la défense nationale et qui est en réalité purement et simplement un gouvernement de la défense sociale. Ces gens-là ont pris le pouvoir pour empêcher de passer ce qu'ils appellent la subversion. Il ne s'agit pas seulement de faire des phrases, il s'agit de donner des textes. Je vous en apporte un qui me paraît décisif. C'est du général Trochu. Et qui c'est Trochu? Mais c'était précisément le gouverneur de Paris et en plus président de ce fameux gouvernement de la défense nationale. Alors, écoutez bien ce qu'il a dit Trochu dans ses mémoires, qui ont été publiés posthumes en 1996. Il a dit « Notre gouvernement a sauvé la situation qui était perdue. » Est-ce que ça veut dire qu'elle était militairement perdue? Pas du tout, écoutez bien. Il a empêché la démagogie de prendre la défense de Paris et de produire dans la France entière un immense bouleversement social. Bon, alors c'est très clair, La politique de ces gouvernants, qui s'intitule le gouvernement de la défense nationale, c'est avant tout de s'arranger pour que le socialisme ne passe pas. Et pour ça, ils n'ont qu'une idée, c'est que les Allemands gagnent le plus rapidement possible, investissent Paris, que les gros canons allemands soient braqués sur les faubourgs, ça fera tenir tranquille la canaille. Et il faut comprendre qu'à travers toute la France des notables, la France des châtelains, des ecclésiastiques, s'organise à ce moment-là ce qu'il faut bien appeler, d'un terme assez contemporain, une cinquième colonne, spontanée et fervente. Les gens de bien, comme on dit, vous savez, on n'est pas un homme de bien si on n'a pas du bien, enfin ça veut dire les possédants, quoi. Eh bien les gens de bien s'organisent spontanément, qu'ils soient de droite ou de gauche, vous savez, pour dire, mais ce qu'il faut le plus rapidement possible, c'est arrêter les frais de cette résistance, parce que la résistance est conduite par des républicains à la Gambetta, que Gambetta c'est plutôt un rouge, il se trompe du reste, et que si Gambetta gagne, c'est-à-dire que si la victoire est à la République, vers quoi allons-nous? Les Allemands, qu'est-ce qu'ils vont nous demander quand ils sont victorieux? 2 provinces, c'est embêtant, on perdra l'Alsace et la Lorraine, on perdra Metz et Strasbourg, mais qu'est-ce que c'est ça? Au prix de ce qui nous menace, c'est-à-dire une subversion des structures économiques et sociales, c'est-à-dire un renversement de l'ancestrale organisation sociale qui avait été tellement bien définie par Voltaire. C'est une phrase que j'ai jamais citée, je sais bien, mais peu importe parce qu'elle est trop peu connue. Voltaire, qui disait au XVIIIe siècle, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, vous attendez bien, est nourri par lui, et le gouverne. Eh bien, une victoire de la République en 1870, une victoire militaire de la République, eût été mettre en péril ce système du petit nombre nourri par le grand nombre. C'est pour ça qu'on va arriver le plus rapidement possible à la capitulation de Paris, que le général Trochu désirait depuis le début. On va faire voter les Français votent sous la conduite des notables, ça se passe le 8 février 1871, et on a, à Bordeaux, puisque c'est là que se rassemble l'Assemblée nationale, on a une Assemblée nationale admirable, comme on n'en avait jamais vu. Ce Victor Hugo va appeler ça la chambre introuvable, retrouvée. Chambre introuvable, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est 1815, à la suite de l'Empire, quand on avait voté pour la première fois en France, du reste c'était déjà uniquement des notables qui votaient,
Et alors on avait eu une chambre ultra-royaliste. Et bien de même, ce qui sort du scrutin, le 8 février 1871, un scrutin, je vous le répète, dirigé par les ecclésiastiques, les châtelains et notables, c'est une chambre invraisemblable. Tout l'armorial français est là, tous les hobereaux, enfin c'est rempli d'ultra-royalistes. Au point que, on peut dire qu'on revenait en 1871 à avant 1830. Vous savez, 1830, c'est le moment où la monarchie de Juillet a remplacé la monarchie légitime. Et les gens qui sont nommés à ces élections-là sont des légitimistes, enfin des gens qui veulent le retour des Bourbons. Je vous rappelle, 1829, hein, on est en 1829. Ces gens ont mis à leur tête M. Thiers. Pourquoi M. Thiers? Parce que c'était celui qui avait été le chef pratique et occulte, mais efficace, je vous assure, de la fameuse 5e colonne. L'histoire nous a appris que M. Thiers serait le libérateur du territoire en France. Parce qu'il s'y est arrangé en effet pour que les troupes allemandes d'occupation puissent partir un peu plus tôt, parce qu'on avait remis l'indemnité de guerre antérieurement à la date fixée. Mais ce libérateur du territoire, une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il avait été l'équarrisseur du territoire. Car c'est lui qui avait décidé, on va donner à l'Allemagne ce qu'elle demande, Strasbourg, Metz, peu importe, hein, il faut le savoir. Et bien ça, on ne lui en voulait pas du tout à droite, puisque c'était le prix qu'il fallait payer pour être tranquille du point de vue social. Seulement, Thiers est assez embêté de voir cette chambre ultra-royaliste, parce que personnellement, il n'est pas royaliste, Thiers. Je l'ai déjà dit en souriant, il est thiériste. C'est-à-dire qu'il veut, il est maintenant président de la République, une République temporaire, bien entendu, mais il veut rester. Et d'autre part, il a une idée derrière la tête, une idée stratégique, qui est très intéressante et qu'il faut que je vous explique. Là, voilà cette idée stratégique. Il dit, voyons, les royalistes sont là parce qu'ils veulent empêcher de passer la subversion. Mais est-ce que la monarchie est un système vraiment aussi solide que ça, qu'on se l'imagine, pour se protéger contre le socialisme? Car le socialisme, c'est la grande terreur du 19e siècle. Il explique à un certain nombre de gens, vous savez, c'est pas sûr, afin que le régime monarchiste soit le meilleur régime pour empêcher de passer les rouges, enfin la canaille encore, comme on disait. Pourquoi? Parce que, voyons, réfléchissez, dans un gouvernement monarchique, c'est la volonté d'un seul qui commande, la volonté du roi, du moins en principe. Hein. Alors la volonté d'un seul, c'est faible, hein, c'est vulnérable. Les gens peuvent se soulever au nom de la liberté. Tandis que réfléchissez bien à ce que c'est que la République en principe. Et auparavant, réfléchissez aussi, disait Thiers, à ce que c'est que l'autorité. Ben, l'autorité, c'est une formule qui n'est pas de Thiers, mais je crois pouvoir résumer sa pensée comme ça. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. Hein, la force qui obtient une obéissance consentie. Alors, comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors, quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puisque c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors, vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale? En fait, c'est la majorité, hein. La majorité du suffrage universel, c'est-à-dire la moitié plus 1. Ben, c'est très facile d'obtenir la majorité au suffrage universel quand on sait s'y prendre. Et il en apporte deux exemples, monsieur Thierry dit, mais regardez donc ce qui s'est passé en avril 1848. Regardez ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer le 8 février 1871. C'est la première fois en 1948 qu'on lançait tous les Français, y compris les pauvres, dans un suffrage. On leur donnait le droit de vote. Il y avait des gens qui en étaient épouvantés en se disant, qu'est-ce qui va en sortir? Il en est sorti. Une chambre admirable, moins belle que celle de 71, mais la chambre d'avril 1848, elle était conservatrice à bloc. Et maintenant, vous voyez ce qui vient de sortir? Une chambre en or, enfin une chambre où ce sont vraiment les possédants qui sont les maîtres. Alors que pouvez-vous désirer de plus? Donc, si vous êtes raisonnable, hein, ne vous obstinez pas à essayer de rétablir une monarchie soit légitime, soit orléaniste, c'est pas intéressant. En réalité, le meilleur système pour vous défendre, c'est une république que nous appellerons la république conservatrice, et dont, bien entendu, disait modestement M. Thiers, je serai le maître. Il va former, autour de cette idée, un groupe qu'on va appeler le centre-gauche. Ce centre-gauche avec un nommé Léon Say, ça vous dit rien, mais Léon Say est une personnalité très importante de la France de la fin du 19e siècle. C'était un homme très riche, il appartenait à la compagnie des chemins de fer du Nord, à la compagnie de Casseville, il va rentrer à l'académie, c'est un économiste, comme on dit, distingué. Et bien Léon Say va être l'homme de paille de M. Thiers pour constituer ce centre-gauche, c'est-à-dire le centre du ralliement des affairistes intelligents à l'idée républicaine. Il a devant lui, Thiers, cette chambre qui est en immense majorité royaliste. Et il dit, je m'en vais dérouler parce que, heureusement, ces royalistes ne s'entendent pas. Il y avait, je vous le répète, les Bourboniens, les légitimistes, quoi, ceux qui voulaient faire monter sur le trône le petit-fils de Charles X, qui s'appelait le comte de Chambord, et puis il y avait les orléanistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient faire monter sur le trône le petit-fils de Louis-Philippe, qu'on appelait lui le comte de Paris.
Alors il se dit comme par bonheur, la fusion, c'était le mot qu'on employait toujours, la fusion entre ces deux tendances royalistes ne s'opère pas, je vais me glisser entre les deux. Et je vais essayer de développer mon centre-gauche de telle manière que nous obtenions la majorité, qu'on ne nous parle plus de restauration monarchique et qu'on fasse une France républicaine, entre guillemets, avec moi à la tête. Comme il sait qu'on le soupçonne du côté des royalistes, qu'on se dit mais il ne travaille pas pour nous, il travaille pour lui, il va mettre le paquet, je vous assure. Enfin, il va faire tout ce qu'il pourra au profit des procédants. Par exemple, l'indemnité de guerre. L'Allemagne a demandé 5 milliards. Qu'est-ce qu'il va faire? Des impôts nouveaux? Mais non, vous n'y pensez pas, il y aura quelques impôts indirects, c'est la masse qui les paye, mais rien sur le capital et rien sur leurs revenus, nous y viendrons. Non, il va faire un emprunt, un magnifique emprunt, où les banques vont se sucrer, permettez-moi l'expression, d'une manière admirable. Par exemple, quand elles donnent 80 francs, on leur donne une créance de 100 francs. C'était pas mal, hein? Ce qui permettra à la Banque de France, qui était encore et qui restera pendant très longtemps un organisme purement privé, malgré son titre de Banque de France, c'est un groupe privé, l'affairiste. Ben, ce qui permettra à la Banque de France de porter son dividende de 80 francs en 1870 à 300 francs en 1871, grâce à l'indemnité de guerre et à l'emprunt. Alors, premièrement, l'emprunt. Deuxièmement, il va interdire l'international, l'affiliation à l'Association internationale des travailleurs qui avait été créée en 1864. Et il fait déclarer gouvernementalement que le seul fait de s'affilier à l'international est passible de poursuite, de prison même à vie s'il le faut, et d'énormes amendes. Il va lutter lui aussi contre, je viens de vous le dire, l'impôt sur le revenu, mais dans des termes qu'il faut que je vous rappelle, parce que c'est l'histoire de l'impôt sur le revenu, nous allons l'entendre parler tout le temps jusqu'à la guerre de 14. C'était le 20 juin 1871. Il y avait un malheureux député de gauche qui avait proposé l'impôt sur le revenu. Là, vous voyez Thiers, mais bondir, vous savez, il jaillit comme un diable de sa boîte, et dit c'est l'Inquisition, l'impôt sur le revenu. C'est le secret des fortunes violées. C'est une loi de discorde. Elle n'est faite que pour flatter les passions populaires, et jamais, tant que je serai là, un tel impôt ne passera. Il a aussi des phrases bien rassurantes sur l'instruction publique. Il y en a une qui est très peu connue et que j'ai apportée là en citation. Qu'on ferme les écoles normales, que le curé de la paroisse se charge de l'instruction primaire. Aussi bien, il en apprendra toujours trop au peuple, lequel a plus besoin de moralité que de savoir. Vous savez, quand je lis des phrases comme ça me rappelle ce que l'on ne sait pas assez, ce que Voltaire disait lui-même. Au fond, ces gens dont je vous parle, qui se disent catholiques, enfin cléricaux, ils sont tous voltairiens dans l'âme. Voltaire était un homme qui répétait à satiété, il est fort bon de faire accroire, vous entendez bien, il est fort bon de faire accroire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il existe un Dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. Et bien de même, M. Thiers se dit il faut que ce soit le curé qui organise l'instruction publique, parce que le curé, son métier, c'est d'apprendre la résignation aux pauvres, et par conséquent, s'il y en a des gens dirigés par les curés, on peut être tranquille, il n'y aura pas de protestation, parce qu'ils penseront à leur accès au paradis. Ça me fait penser aussi à Montalembert, ce fameux paladin catholique. En 1848, Montalembert protestait contre la diffusion de l'instruction primaire en disant « Depuis M. Guizot, on a en effet fait un effort du côté de l'instruction primaire. » Savez-vous ce qu'en est résulté, disait M. Montalembert à la tribune de l'Assemblée en septembre 1848, une augmentation de la criminalité. Donc nous sommes bien dans la bonne ligne. Alors vous voyez que Thiers a vraiment fait tout ce qu'il peut pour être bien vu des gens de bien. Eh bien quand même, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils sont royalistes et qu'ils voient que Thiers ne l'est pas. Parce qu'aux élections complémentaires, il y avait eu des élections complémentaires en juillet 71, il y avait 114 sièges à pourvoir. Sur ces 114 sièges, les républicains, entre guillemets, les républicains à la façon de Thiers, en enlèvent 100. Et en avril 1873, il y a une élection complémentaire à Paris. Il y a un candidat très bien, M. Drémusat, enfin l'homme le plus rassurant qui soit. Et puis il y a un instituteur révoqué, un instituteur de Lyon révoqué, qui s'appelait Barodet. Ben, figurez-vous que c'est Barodet qui est élu. Alors cette fois, la majorité royaliste trouve que c'en est trop, que M. Thiers a trahi, et le duc de Broglie, Albert de Broglie, va prendre la tête d'un assaut contre Thiers. Il va déclarer une interpellation. L'interpellation se fait le 23 mai, et ce M. de Broglie dit « La République, c'est l'avènement de l'ignorance et c'est la destruction de la richesse. Il y a des doctrines délétères franchement ou adroitement professées. » Adroitement, c'est pour M. Thiers, qui viennent saper le fondement même de la société. Je demande un gouvernement capable de rassurer le pays et de faire prévaloir, comment dit-il, faire prévaloir dans le gouvernement une politique résolument conservatrice. Et bien Thiers est renversé ce jour-là par 360 voix contre 344. À qui fait-on appel? Au maréchal de MacMahon. Pourquoi MacMahon? Thiers avait déjà repéré le personnage, c'est un brave homme, vous savez, MacMahon, un brave type. Seulement, je crois que c'était un peu, comme on dirait, si je n'étais pas convenable, il est sous-développé du côté de la matière grise. C'est un garçon qu'on avait facilement, vous savez, il n'était pas très intelligent, il y a un journaliste de droite pourtant, mais très habile,
qu'il avait décrit avec un corps immense, avec une toute petite tête, au sommet de cet immense corps, cherchant ces mots, disait le journaliste, et les trouvant rarement. Alors Thiers l'avait utilisé pour l'armée de Versailles, contre la Commune, en se disant avec un homme comme ça, il n'y a pas de danger à avoir. Si je prenais un chef de guerre qui soit ultra-royaliste, il serait capable de me couper l'herbe sous le pied. Tandis que MacMahon, c'est un respectueux. Thiers racontera plus tard, j'aimais bien MacMahon, parce qu'il était vraiment docile. Vous savez, quand je le faisais entrer dans ma voiture, il établissait toujours, il laissait toujours une petite distance, par respect, entre lui et moi. Alors ce monsieur-là, il est absolument utilisable pour ce qu'on veut en faire, il est dans la main de la majorité royaliste, et il aime du reste raconter à quel point son cœur est resté royaliste. Il a servi l'Empire, oui, il fallait bien, mais il va raconter, je l'ai lu dans ses mémoires, qui sont encore inédits aujourd'hui, qu'en 1820, il avait 12 ans, et on attendait une naissance royale. Vous savez peut-être que l'héritier du trône avait été assassiné, c'était le 13 février 1820, alors on se disait c'est terrible, il n'y a plus d'héritier du trône, oui, mais avant d'être assassiné, il avait eu le temps de rendre sa femme enceinte, alors il va naître un enfant qui n'avait rien de miraculeux, mais qu'on appellera tout de même l'enfant du miracle. Cet enfant était né en septembre, je crois, 1820, et le petit MacMahon, qui avait donc 12 ans, mais qui était élevé dans un fervent royalisme, racontera, lorsque j'ai entendu sa propriété, enfin la propriété de ses parents était à quelques 10 km d'Autun, lorsque j'ai entendu les coups de canon, les 21 coups de canon qu'on tirait à Autun pour annoncer que c'était un mâle, c'était un héritier, je me suis mis à fondre en larmes. Enfin, c'était un homme, comme vous voyez, rassurant. J'ai été la voir, sa propriété, l'été dernier, justement. C'est quelque chose, vous savez, c'est un immense château avec des douves, avec de l'eau. Enfin, le monsieur le plus tranquille qu'il soit, on pouvait être rassuré du point de vue de la défense des biens et de la propriété. Alors voilà donc MacMahon, qui est président de la République, c'est assez comique, hein, un président de la République qui est royaliste et qui est là pour préparer le retour du roi, mais enfin ça se trouve comme ça. Il fait un message à la population dès qu'il est élu président de la République, et le voici son message. Je vais vous lire ça un peu lentement, parce que ça vaut la peine. Avec l'aide de Dieu, le dévouement de notre armée et l'appui de tous les honnêtes gens, nous allons procéder au rétablissement de l'ordre moral. Vous avez entendu, hein, il y a Dieu, il y a l'armée et les honnêtes gens. Les honnêtes gens, nous connaissons déjà la définition, ça veut dire les possédants. Alors vous avez Dieu, l'armée, les possédants, ça veut dire le sabre, le goupillon et le coffre-fort. C'est ça, le gouvernement de l'ordre moral. Alors je vous assure qu'il va en mettre un coup, hein, pour que ce soit vraiment de l'ordre moral. Par exemple, il y aurait les maires. Jusqu'à présent, les maires étaient élus dans un certain nombre de bourgades. Et bien, il n'y aura plus de maires élus, même dans les petites bourgades. Ce sera tous des maires nommés. C'est le gouvernement qui va nommer, même au-dessous de 1000 habitants. Il nommera tous les maires pour bien les avoir entre les mains. Il y aura une censure extrême sur la presse. Les journaux républicains pourront paraître difficilement, ils auront tout le temps des amendes. Il y aura surtout des avantages incomparables donnés au clergé avec une magnifique expansion des congrégations. Je vais vous donner un chiffre. Au milieu du 19e siècle, les congréganistes, mâles et femelles, étaient 50 000 en France. Et bien à la fin du gouvernement MacMahon, ils étaient 160 000. Enfin, ça monte, hein. D'autre part, on va perfectionner la loi Fallou qui avait donné toute possibilité à l'Église de diriger l'éducation française. Non seulement elle avait le droit maintenant d'ouvrir des écoles, ce qui est parfaitement normal, mais elle avait aussi le droit de contrôle sur l'enseignement de l'État. Mais il lui restait encore à conquérir l'enseignement supérieur. Et bien MacMahon va ouvrir des facultés catholiques. Tous les évêques sont monarchistes. Et ils vont organiser des pèlerinages, comme on l'avait fait en 1828-29, sous Charles X, ça avait mal tourné, enfin, ça ne tournera du reste, c'est pas mieux. D'immenses pèlerinages à travers la France, où on ira à la Salette, à Paris-le-Monial, enfin à Lourdes, pèlerinage où on chante un cantique. Sauver Rome et la France au nom du Sacré-Cœur. Pourquoi Rome? Parce que le pape a perdu son pouvoir temporel, alors il faut bien sauver le pape aussi. Sauver Rome et la France, et il y a Monseigneur Pille, qui, à Chartres, le 28 mai 1873, va prononcer une admirable allocution sur cette République qui nous promet la terreur, le pays en détresse demande un chef, appelle un maître. Il faut tout de même faire une constitution. L'Assemblée constituante, l'Assemblée nationale qui a été élue le 8 février 1871, est là pour faire une constitution. Thiers n'est plus président du Conseil, mais il est député. Thiers a fait son petit travail du côté du centre-gauche, des gens à qui il explique, vous savez, la République, c'est ce qu'il y a de mieux au fond. Si bien que cette chambre monarchiste va créer, à la suite de ce que l'on appelle l'amendement Vallon, un monsieur Vallon qui est du centre-gauche, va créer c'était quoi le 30 janvier 1875, une république. Attention, une république conservatrice, où il y aura, c'est entendu, une chambre élue, mais il y aura surtout un Sénat qui ne sera pas, lui, élu au suffrage universel, qui sera élu uniquement par les notables, et on espère bien que si jamais la chambre tournait mal, il y aurait le Sénat qui sera la citadelle des possédants. Enfin, ça y est, la chambre est un peu étonnée elle-même d'avoir voté cela. Je vais vous lire les chiffres. Il y a eu 354 voix pour l'amendement Vallon, c'est-à-dire pour le mot République, contre 353 voix.
Mais si vous vous rappelez que Thiers avait été battu par 344 voix, c'est donc entre 1873 et 1875, il a déjà gagné avec son centre-gauche 10 voix, 350. Il est tout près d'avoir la majorité. Bon, la Chambre se sépare, c'est fini, il faut maintenant faire des élections. Les premières élections depuis 1871. Les royalistes mettent le paquet, je vous assure, enfin, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire leur propagande, mais ça tourne affreusement mal. Ces élections ont lieu en février 1876, et les royalistes, qui étaient plus de 500 dans la Chambre de 1871, sont maintenant 170. Vous entendez? De 500, ils sont passés à 170. C'est le triomphe de Thiers. Thiers est arrivé à avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire une majorité de républicains, entre guillemets. Le pauvre MacMahon est horriblement embêté. Il fait appel à un gouvernement Dufaure, d'abord parce que Dufaure est un monsieur qui a servi sous Cavaignac. Cavaignac, lors des journées de juin, donc il est très rassurant. Ça va pas tellement bien. Il fait venir après monsieur Simon, Jules Simon, un des membres du gouvernement de la Défense nationale. Jules Simon qui est poussé par les anticléricaux. Jules Simon fait une certaine circulaire aux évêques qui déplaît au maréchal de MacMahon. Alors le maréchal fait son coup dit du 16 mai. Qu'est-ce que c'est le 16 mai? Eh bien, le 16 mai 1877, MacMahon, président de la République, usant de ses prérogatives, il a le droit, renvoie le gouvernement. Un gouvernement qui est appuyé par la Chambre. Et il dit on va refaire de nouvelles élections. C'est ce qu'on appelle le 16 mai 1877, qui est une apparence de coup d'État. Alors pendant tout l'été, les élections vont avoir lieu le 14 octobre, entre le 20 juin, c'est la dissolution de la Chambre, et le 14 octobre 1877, je me trompe, c'est une agitation incroyable en France, où le gouvernement fait vraiment tout ce qu'il peut, c'est une valse de préfets, les préfets qui ne lui paraissent pas sérieux, on les remplace par des préfets sérieux, des tas de journaux sont supprimés, les cures et les évêchés, mais les cures sont des permanences royalistes. Le résultat, c'est que les 363 députés républicains qui avaient protesté contre la dissolution de la Chambre se retrouvent combien? Ils se retrouvent 325. Bon, ils ont un petit peu perdu, mais ils gardent la majorité. Alors c'est une véritable catastrophe cette fois. Voilà la Chambre qui a été dissoute, on a appelé de nouveau le pays à se prononcer. Pour la seconde fois, le pays s'est prononcé pour une république. C'est entendu une république conservatrice, mais tout de même la république. C'est-à-dire une possibilité, avec le suffrage universel, de changer l'orientation. Pauvre MacMahon se demande qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois rester ou m'en aller. Il pense que sa présence est encore utile. Il espère que le Sénat, le fameux Sénat conservateur, élu uniquement par les notables, et dont le renouvellement par fragment de tiers, ne se produira que le 6 janvier 1879, il espère que la majorité royaliste subsistera au Sénat. Et bien voilà qu'aux élections l'élection partielle, du 6 janvier 1879, le Sénat lui-même passe entre les mains des républicains. Alors le 30 janvier 1879, MacMahon, président de la République, remet son tablier et dit « je ne peux pas continuer à diriger, moi, un homme de bien, une république pareille ». Ça va être, à partir de 1879, ce que l'on appelle dans l'histoire française, l'histoire intérieure française, la République des républicains, à la place de la République des royalistes, mais nous verrons la prochaine fois ce qu'il faut entendre par République des républicains.